Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être encore en direct sur Info TV. À n'en point douter, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. 10h, 11h52, les près de 2 heures de temps les plus intenses en télévision. Au Cameroun, le programme c'est Espace Miné, l'espace privilégié des démineurs. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés, c'est-à-dire vous donner l'information, rien que l'information et toute l'information, mais une information en toute convivialité. Nous irons en kiosque tout à l'heure pour avoir la température qui prévaut de ce côté. N'oubliez pas, la dénonciation du jour sera également des vôtres. Ce fait de société qui vous énerve. Ce matin, nous marquons un arrêt tout particulier pour évoquer ce que l'on appelle au Cameroun les journées propres. Dans bon nombre de quartiers, vous entendrez journée jeudi propre, mercredi propre, vendredi propre et que sais-je encore. Toutes les boutiques et autres bureaux sont fermés pour la propreté. Journée propre au Cameroun. Quelle efficacité? C'est la problématique de ce jeudi matin dans le cadre justement de ce programme. Si vous êtes connecté sur le canal 307, sur Canal Plus International, sachez que vous êtes des téléspectateurs privilégiés. On va commencer par accueillir ceux de nos invités qui répondent déjà présents. Alexandre Menonga, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Ça va. Je dois signaler que vous êtes administrateur à la Fédération camerounaise des conducteurs de moto-taxi. Oui, oui. Et comment se porte le secteur de moto-taxi dans notre pays? Oui, je dois dire d'emblée que avant de parler, je voudrais d'abord saluer les téléspectateurs d'Info TV et son personnel ainsi que le PDG qui nous m'offre cette occasion, cette opportunité de m'exprimer en ce qui concerne les conducteurs du moto-taxi au Cameroun. Et comment se porte le secteur? Oui, je peux dire que le secteur se porte assez bien. Parce que au fur et à mesure que nous avançons, les choses s'améliorent. Il faut dire que les motos-taximens, les conducteurs de motos au Cameroun n'ont pas bonne presse. On les taxe de conducteurs insolents, mal élevés, mal polis, bandits, voyous. Je m'arrête à ces niveaux. Vous confirmez? Bon, je ne peux pas confirmer. Vous infirmez donc? Non, je suis au milieu. Finalement, donc, qu'est-ce que vous savez, quand un secteur n'est pas structuré, ça va dans tous les sens. C'est pour cela que notre fédération qu'on a mis sur pied a pour rôle de structurer ces secteurs. Vous savez, les gens voient seulement la chute, mais ils ne comprennent pas les problèmes que les conducteurs de moto en ont. C'est parce qu'ils ont des problèmes qu'ils sont obligés d'être mal polis, qu'ils sont obligés d'insulter tout le monde sur la voie publique. Ce n'est pas ça. Vous savez, quand quelque chose n'est pas structuré, comme votre télévision. Notre télévision n'est pas structurée. Si je dis, comme votre télévision, je prends l'exemple, si elle n'était pas structurée, vous ne devez pas avoir tout l'ordre que vous avez là. Donc le problème, c'est que c'est à la base. Vous savez, par exemple, il y a les conducteurs de moto ici, il y a ce qu'on appelle les hommes d'affaires privés, ils appellent ça condition vente. Permettez-moi de vous dire quelque chose, de vous relever ça. Regardez un peu, quand on donne la moto à un conducteur de moto à 900 000 francs qu'il doit verser et qu'on le force à verser 25 000 francs hebdomadairement. Vous pensez que sous cette tension, parce qu'il est sous tension, qu'est-ce qu'il peut faire? Il doit insulter. Quand quelqu'un est sous tension, regardez un peu, on prend quand quelqu'un est sous tension, il doit agresser. Comprenez un peu, laissez que je déroule un peu. Vous ne répondez pas à ma question. Non, le problème c'est quand vous êtes sous tension, vous êtes prêt à tout. D'accord. Vous êtes prêt à tout. Merci beaucoup. Vous êtes justement administrateur donc dans le cadre de cette fédération. Quand on est sous tension, on est prêt à tout. Merci Alexandre Menonga. On va accueillir le consultant de tout temps et de tous les temps, le seul qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront pris la poudre d'escampette. C'est le digne fils de Boumniebel, le consultant le plus en vue en ce moment au Cameroun. Pierre Blériou-Niamek, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Bonjour à votre panel. Vous êtes encore là ce matin?
Bon, je crois que c'est mon sosie qui est là ce matin. Vous savez, il y a une armada. Je ne comprenais pas quand le penseur disait que les réseaux sociaux sont remplis d'imbéciles. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Mais effectivement, il y a des raisonnements que vous lisez de ce côté-là et vous vous dites que bon, on a peut-être créé les réseaux sociaux pour juguler la crise de la folie dans le pays et dans le monde en général. Pierre Blériot-Niemek, digne descendant de Omniobe, vous arrosera encore de ces belles citations, de sa cohérence dans ses arguments ce matin, comme d'habitude, pour le plus grand bien de la grande classe des téléspectateurs. Pierre Blériot-Niemek, nous commençons par la citation de ce jour. La citation de ce jour, la voici. Tenir sa langue en bride, c'est avoir le monde sous ses pieds. On reprend. Tenir sa langue en bride, c'est avoir le monde sous ses pieds. Ça veut dire quoi? Bon, c'est une expression française. Tenir sa langue en bride, ça veut dire savoir se retenir et ne pas dire n'importe tout, à tout moment. Savoir maîtriser la parole, ne pas parler de tout à tout le monde, vous donne finalement une certaine puissance dans la vie. Si vous savez tenir votre langue, parce que c'est un instrument qui est dangereux. Quelqu'un me disait que la langue peut faire plus de mal que le couteau, la hache, la machette et l'épée réunis. Oui, bien évidemment, les chrétiens disent ce n'est pas ce qui entre par la bouche qui souille l'homme, c'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Nous devons savoir retenir nos langues. Oui, il faut la retourner souvent dans la bouche. Et dans ma tradition, on dit que chaque fois que vous voulez parler, mettez de l'eau dans votre bouche. Puisqu'avec de l'eau, vous retiendrez de parler. Merci Pierre Blériot-Niemek. En face de vous, on accueillera un vieux de la vieille. Il est homme politique jusqu'à ce matin encore. Il pense que le RDPC est le meilleur parti politique du Cameroun. Le parti au pouvoir, justement, au Cameroun. Lui, c'est Monsieur Messi. Monsieur Messi, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour au Copanel, bonjour aux millions de téléspectateurs qui sont déjà des fidèles de cette émission. C'est un plaisir d'être là ce matin. Espace Miné. Que, comme vous l'avez dit, le RDPC est honoré d'être à cette émission. Et comment se porte le R? Le RDPC se porte comme le Cameroun. Le RDPC c'est-à-dire bien. Suit avec beaucoup d'intérêt l'actualité nationale et internationale. Le RDPC soutient son chef, le président de la votre champion. Notre champion. Le RDPC soutient les institutions. Le RDPC participe au développement de ce pays. Donc le RDPC ne ménage aucun effort pour que la paix et le développement règnent dans ce pays. Donc le RDPC, c'est comme à l'image du Cameroun. Merci, Monsieur Messi. La qualité de vos interventions nous édifiera également dans le cadre justement de ce programme. Lorsque nous avons dit cela, nous marquons la première touche pause pour avoir la météo pour ce qui est des tabloïds au Cameroun. Une seule adresse, Info TV, à partir de 6h45. On remet cela dans le cadre de votre programme Espace Miné avec TVB Théophile Vianney Bia. TVB, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre panel assez riche et impressionnant ce matin. Bonjour également à vos millions de téléspectateurs qui nous retrouvent encore ce jour. Et c'est bel et bien la revue de presse Acte 2. C'est bel et bien la revue de presse Acte 2 TVB. Que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin présentent pas mal d'actualités. El Perfecto, on parle naturellement de l'actualité sur le plan économique, sur le plan de la santé et même sur le plan de l'éducation. Et nous ouvrons dans cette revue de presse avec le journal de Dieudonné Mvang. Il s'agit du quotidien Info Matin qui parle des activités menées par la CONAC auprès des élèves. FENASCO Ligue A 2023, la CONAC met des athlètes en compétition. C'est la une de ce journal qui nous fait savoir que sélectionnés parmi les jeunes élèves venus des 10 régions du pays, ils rivalisent d'adresse sur l'épreuve lancée par le président Dieudonné Massigams au lycée bilingue de Garoua en marge des Jeux sportifs qui se déroulent dans le chef-lieu de la région du Nord. Le quiz d'intégrité sur les questions de corruption va permettre de recueillir leurs avis sur le fléau. Le journal en parle ce matin et revient donc sur cette action menée par la CONAC du côté de Garoua en marge des Jeux FENASCO Ligue A édition 2023.
2023. Le journal Le Jour d'Aman Mana parle sport et parle donc des Jeux de la francophonie. Déjà 5 médailles d'or pour le Cameroun. Le journal revient donc sur ces statistiques en page 9 ainsi que les prouesses des athlètes camerounais du côté de Kinshasa. Ces athlètes qui participent donc aux Jeux de la francophonie 2023. Extrême Nord, 9 morts dans 5 attaques de Boko Haram. Des combattants de la secte ont fait des incursions dans différents villages et égorgé des pêcheurs dans un camp situé au pourtour du lac Tchad. Le journal Mutation précise que ce lac est bel et bien du côté de Darak, l'île de l'horreur. 8 pêcheurs égorgés par des terroristes de Boko Haram. Un raid meurtrier de plus dans cet arrondissement de l'extrême nord. Le journal de Georges Alain Boyomo parle de cette situation ce matin en grande une. Laissons cette actualité et retrouvons cette autre actualité pour présenter la situation des journalistes au Cameroun avec le journal Le Messager de Feu Pius Ndiaoué. Ce journal qui est géré par Jean-François Chanon parle de torture, prison, mort, l'enfer des journalistes. S'interroge ce journal entre la floraison des médias et les autorités officielles qui tentent de tout contrôler. La liberté de la presse au Cameroun reste et demeure un sujet préoccupant. Le journal présente donc la situation des journalistes au Cameroun en page 9. Cameroun Tribune, le quotidien bilingue gouvernemental, présente ce fait de société en page 34 et 35 et nous amène du côté de Douala où le journal nous fait donc savoir qu'une jeune fille mariée quitte le foyer pour excès d'abstinence. Aline, jeune mariée, a déposé une plainte vendredi contre son mari accusé de la délaisser depuis 8 mois. C'est après une mission et un stage de près d'1 an et demi à l'étranger. On nous fait donc savoir qu'elle quitte le foyer pour excès d'abstinence. C'est le journal Cameroun Tribune qui revient avec cette actualité ce matin en pièce 1. Bâtiment en construction, fin de la récréation, application sans faiblesse de la loi, intensification du contrôle des chantiers, identification des bâtiments et des constructions à risque en vue de leur démolition, organisation des campagnes de sensibilisation. Telles sont les mesures urgentes prescrites par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, au cours d'une réunion interministérielle hier à Yaoundé. Ceci à la suite des grandes orientations le 25 juillet dernier, données donc par le chef de l'État, Paul Biya. Et si on retrouvait le billet hebdomadaire Le Point, ce billet hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale parle de gouvernance et présente les luttes de pouvoir, sempiternelles et cyniques. Le pouvoir, depuis la nuit des temps, a toujours été au centre des batailles individuelles et de groupes. Dans l'administration publique camerounaise, les luttes pour le contrôle du pouvoir sont permanentes, seulement elles ne sont pas sans conséquences. D'ailleurs, la solidarité gouvernementale en paye un lourd tribut. Le journal nous amène également du côté de la mairie de Yaoundé 6, où on parle donc de ces engins acquis dans cette mairie pour le développement durable et l'assainissement de la mairie de Yaoundé 6. On parle donc de Yoki Onana et on nous fait savoir que c'est du lourd du côté de cette mairie, ici même dans la capitale politique Yaoundé. Afrique, la France est mal partie, titre en grande une le quotidien Émergence. Chassé progressivement de ces bastions supposés imprenables, le pays de Macron s'accroche comme il peut pour maintenir la tête hors de l'eau. On en parle donc avec ce journal. La situation de la France dans les pays africains est présentée en page 3. Le témoin de Francis Bonga est en kiosque et ce journal parle ici de vacances sans sida. Le docteur Manaouda Malachi porte une énième fois la voix de Chantal Biya. On nous le fait savoir en grande une du journal Le Témoin. Susciter la prise de conscience et réduire les risques de contamination aux IST et au VIH-Sida chez les jeunes pendant cette période de vacances. C'est l'intérêt de cette initiative ambitieuse, constante et soutenue, lancée depuis 2003 par la première dame du Cameroun, Chantal Biya. Et si on parlait cybercriminalité et justice, le combat silencieux du corps judiciaire est présenté au journal Econews de Pascal Dibamou et nous refermons cette revue de presse avec le quotidien L'économie de Thierry Ekouti qui nous amène en zone CEMAC ce matin pour présenter les priorités à la relance de l'économie. Balthazar Ngonga Edjo, nouveau président de la commission, a présenté sa feuille de route le 1er août 2023 à Joseph Dion Ngouté, premier ministre du Cameroun. On en parle donc avec le journal L'économie de Thierry Ekouti qui nous permet de refermer cette deuxième partie de la revue de presse sur Info TV ce jeudi matin. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci et nous vous invitons très massivement
vivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Lorsque vous faites la collecte, ça donne tout simplement 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'1 franc CFA seulement et vous avez votre journal. Mesdames, messieurs, c'était la revue de presse Acte 2 avec Théophile Vianney Billard. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci El Perfecto, merci à votre panel, merci également à tous les téléspectateurs fidèles et à toutes les téléspectatrices qui nous regardent à l'instant. Merci Merci justement TVB pour cette brillante revue de la presse. Vous ne partez pas comme d'habitude. C'est pour nous livrer le fait saillant qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Au 19h et au 20h ce soir, on va s'intéresser à ces effondrements des immeubles enregistrés au Cameroun avec bel et bien la sortie gouvernementale, ces mesures prises par le Premier ministre à la suite des recommandations données par le chef de l'État Paul Biya. Le Premier ministre a donc présenté certaines mesures parlant des constructions au Cameroun pour essayer d'éviter ici les multiples effondrements que nous enregistrons et lutter efficacement contre le désordre urbain. Donc on revient sur ces mesures gouvernementales et on va également parler des cartes nationales d'identité qui sont arrivées à la période de non-validité, plus précisément ici ces cartes qui sont périmées, quelle est la procédure et même on reparlera des récépissés parce qu'il faut dire que la prorogation des récépissés pose un véritable problème. Est-ce possible pour un citoyen camerounais de se balader avec une CNI arrivée à date de péremption ou alors une carte, un récépissé qui n'est plus valide? On va se rapprocher de la délégation générale à la Sûreté nationale pour essayer de donner des éclairages sur la situation de la carte nationale d'identité périmée au Cameroun. TVB El Perfecto. À demain 10h. Avec le même plaisir et le même bonheur. Très bonne suite d'émission à vous ainsi qu'à votre panel et à vos millions de téléspectateurs. Merci beaucoup. Lorsque vous nous livriez tout à l'heure la revue de la presse de faits ont retenu mon attention. Le jour et mutation parution de ce matin revient sur les assauts tristes de Boko Haram, cette secte terroriste du côté de l'extrême nord qui a encore frappé fort du côté de l'île de Darak. 9 pêcheurs égorgés par Boko Haram. Le messager de ce matin nous parle des journalistes. Mais alors quel temps? L'enfer des journalistes au Cameroun, la liberté de la presse qui ne serait pas toujours garantie. Je commence par vous, monsieur Messi. Boko Haram n'a pas dit son dernier mot. Vous savez, c'est toujours comme ça, les guerres asymétriques. Vous savez, on ne va pas décréter la fin de Boko Haram. S'il est vrai que depuis des années, tous les moyens sont mis en jeu, notamment cette collaboration des populations qui unanimement dit non à ces terroristes. Ils vont toujours faire des incursions, ils vont toujours intervenir par un coup pour dire qu'ils sont toujours là, pour semer la désolation, pour semer la terreur. C'est une façon de dire que la paix n'est pas totalement revenue et c'est illusoire même de penser que matin comme ça on va dire que c'est totalement fini. Il y aura toujours des incursions de cette nature et nous félicitons. Mais là, on parle des pêcheurs qui ont été égorgés. Je me pose bien la question. Les pêcheurs, ils empêchaient Boko Haram d'exercer dans leur funeste mission. En réalité, Boko Haram n'a même pas une mission noble à défendre. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas avec Boko Haram, vous êtes contre Boko Haram. Et vous êtes égorgé. Et vous êtes égorgé, c'est comme ça qu'ils agissent, c'est comme ça qu'ils réagissent. Lorsque vous voyez quel est le sens même de leurs revendications, toute cette théorie-là, Boko Haram, on nous a fait savoir que ça signifie non à l'école occidentale. Mais lorsque vous tuez les frères, lorsque vous tuez les paisibles pécheurs, qu'est-ce que ça renvoie à quoi? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Donc c'est toute cette absurdité dans le comportement humain qui fait croire que vraiment, il faut que les gens se rangent, il faut que les gens se mobilisent davantage pour dire non à ces gens-là. Et qu'on les neutralise partout où ils se trouvent. C'est des criminels, c'est des diables à la limite. Donc, quand vous ne revendiquez absolument rien et que vous tuez des paisibles pécheurs qui n'avaient
qu'à vivre, qui voulaient demander à Dieu que leur pitance. Je crois qu'on doit se poser des questions. C'est le paroxysme de la cruauté. Qu'est-ce que ces gens-là recherchent au fond? C'est le paroxysme, c'est diabolique. Je me demande si ce n'est pas le diable même qui est incarné dans ces gens-là. Merci. Donc moi je dis, beaucoup de vigilance pour ces populations, beaucoup de mesures de sécurité pour les pouvoirs publics. Déjà les militaires sont déjà sur le terrain, ils le font, mais qu'ils ne pensent pas qu'à un moment donné, il y aura un relâchement, qu'ils aillent jusqu'à l'éradication complète de ces terroristes-là. Merci pour votre regard. Pierre Blériot-Onyemek, le messager de ce matin, parle de l'enfer des journalistes au Cameroun. On parle là de cette liberté de la presse qui est toujours un sujet à problème dans notre République. Vous pensez que le messager a touché là où ça fait mal? Ben, on peut quand même constater un recul significatif des libertés en général, là. En général. Nous sommes à un moment important de la vie politique et institutionnelle de nos pays et les gens ont tendance à vouloir contrôler la parole et l'écriture. Mais il faut aussi dire que les journalistes ont perdu au fil du temps des terrains qu'ils avaient déjà gagnés. Soit en les cédant dans des compromissions, soit simplement par naïveté. Parce que je vous l'ai dit ici, quand vous dînez avec le diable, vous faites partie du menu. Donc, beaucoup sont entrés souvent dans des relations pas très correctes avec ceux qui sont chargés ou ceux qui les privent aujourd'hui de leur liberté. Est-ce que les journalistes, globalement, ont le choix? Quelqu'un nous disait en début de ce programme, quand vous êtes sous pression, pour le cas des journalistes camerounais, quand vous avez des problèmes de gagner le combat contre la faim, les journalistes au Cameroun ont faim, ils sont dans une misère totale. Est-ce qu'ils ont le choix? Est-ce que le fait qu'ils soient dans cet état de choses ne favorise justement pas ce que vous avez appelé là les compromissions? Jean-Paul Sartre disait que la France n'a jamais été aussi libre que sous la domination allemande. Jean-Paul Sartre n'avait pas faim. Il avait faim. Disons que l'homme se choisit, il choisit une manière d'exister. Si vous craignez la famine du jour ou du mois, vous pouvez vous plonger dans une famine éternelle. C'est vrai, il faut un minimum pour exercer la vertu. Ouais. Mais ce minimum ne vous viendra pas forcément des compromissions. Je suis contre la fainéantise. Quand un homme n'arrive pas à joindre les deux bouts pour manger, je dis qu'il n'a pas bien compris sa présence sur la terre. Soit que vous choisissez les choses que vous devez faire, soit que vous êtes... Non. Nous avons beaucoup de choses que nous pouvons faire pour manger et pour garder notre dignité. Il faut réfléchir en se disant que l'extérieur est agressif, que le monde extérieur est contre nous. Nous sommes venus sur la terre pour lutter contre les forces de la terre. Et les premières forces qui nous entourent, ce sont les institutions, l'État et autres, ne sont pas toujours pour nous aider. Moi, je pense personnellement que quand vous avez un tel mental, vous n'attendez déjà pas grand-chose de l'État et des autres. Vous vous battez comme personne humaine. Et parfois, ici, je ne vous enseigne rien. Tout bon travailleur réussit quand même à trouver de quoi manger. Pas travailleur chez quelqu'un ou pour quelqu'un. Tout bon travailleur finit par trouver de quoi manger. Merci Pierre Blériot. Alexandre Menunga, l'enfer des journalistes au Cameroun, je présume que vous avez souvent côtoyé les journalistes dans l'exercice de votre fonction. Quel est le regard que vous jetez globalement sur la presse camerounaise? Vous êtes d'accord que être journaliste au Cameroun, c'est faire partie de l'enfer? Je ne peux pas le dire totalement, mais chaque métier... Mais à moitié. Vous savez, le métier de journalisme est selon aussi l'environnement. L'environnement crée des conditions où, si à la base, on n'a pas eu cette éducation-là, comme on le dit généralement, l'homme c'est son éducation.
vous serez influencé. Vous serez influencé. Et l'homme est toujours influençable. Ça, c'est un fait, selon la société. Et maintenant, donc, il faut savoir ce qu'on veut. C'est pourquoi on a fait la formation, où on a choisi le métier d'être journaliste. C'est ça qui est plus important. Merci beaucoup. Hein. Monsieur Messi, qui est un grand ami des journalistes, ne veut pas louper l'occasion de coller un commentaire. Monsieur Messi, on dit que vos amis sont dans l'enfer au Cameroun, les journalistes. Oui, je n'ai pas l'impression que c'est l'enfer. Le problème qui se pose ici, c'est le problème de la liberté de journaliste. Je crois que comme un métier, le journalisme, ou tout au moins les métiers de la communication, sont en quête permanente de la liberté. Et le Cameroun a des journalistes qu'il mérite, parce que ces journalistes ne tombent pas du ciel. Ils sont issus de l'environnement de ce pays-là. Cela veut dire tout simplement que le journaliste, dans ces conditions-là, est appelé à donner la bonne information. Vous voyez tout à l'heure, la citation du consultant, tout à l'heure, il faut savoir tenir sa langue. Dans ces conditions-là, comment un journaliste qui est appelé à donner l'information devrait donc tenir sa langue dans un environnement où les gens veulent tout savoir, par exemple, où il y a des informations qu'il ne faut pas publier, où il y a des informations qui font mal, il y a des informations qui blessent. Comment le journaliste doit s'en tenir dans ces conditions-là? Il faut d'abord que les journalistes même prennent connaissance des difficultés qui sont liées à leur métier et s'organisent de telle sorte que la responsabilité du journaliste soit à tout moment dégagée en termes d'éthique, les valeurs éthiques, les valeurs de déontologie. Et puis ces corporations verront dans ces mesures-là comment défendre, comment mettre de côté les brebis galeuses, comme c'est dans tous les corps. Et je crois que dans ces niveaux-là, le journaliste doit se battre à tout moment pour conquérir la liberté, parce que c'est pas facile. Je dis, il n'y aura aucun moment de la vie dans la société, on va dire que non, tout est déjà bon pour le journaliste. Entre-temps, quand même, que fait l'ordre gouvernant pour accorder les meilleures conditions d'exercice des journalistes au Cameroun? Le problème de la liberté, la carte de presse, il commence à énumérer, hein, la carte de presse qui a été décidée il y a plusieurs années aujourd'hui. Beaucoup s'accordent à croire que c'est un machin, puisque ça ne donne aucun avantage aux journalistes, comme on nous l'avait dit à l'époque. C'est-à-dire que le journal détenteur de la carte de presse devait avoir un certain nombre d'avantages. Vous avez justement maintenant, comment on appelle cela, lors des derniers états généraux de la communication, on parlait encore de cet arrimage en termes de salaire au niveau des journalistes. Il y a une expression, hein, l'expression me reviendra tout à l'heure, en faisant comprendre que le journal le moins payé au Cameroun devait avoir au moins 250 000 francs CFA. Lorsque vous essayez de faire le tour des rédactions au Cameroun, il y a des journalistes qui gagnent 40 000. Il y a des journalistes qui n'ont même rien. Alors, dans ces conditions de travail, est-ce que vous pensez que c'est vraiment facile de respecter encore l'éthique et la déontologie? Ça pose donc le problème de l'indépendance du journaliste et même de l'autonomie de la presse. Vous évoquez le problème de la carte de presse. Je crois que celle-ci avait été confiée par un journaliste. Vous voyez comment ce métier est organisé. Est-ce que c'est un journaliste ordinaire? Ce journaliste, lui, n'a pas faim. C'est pour cela que j'ai dit que les journalistes sérieux... Et quand on n'a pas faim, est-ce qu'on comprend bien les pleurs de celui qui a faim? C'est pour ça que je parle des problèmes d'indépendance du journaliste. En même temps, le journaliste... L'expression qui m'échappait tout à l'heure, c'est la convention collective. Voilà, convention collective. Le problème donc maintenant, c'est comment le journaliste doit exercer tout en étant indépendant et autonome. Ils doivent avoir donc des conditions de vie. Si l'État, parce que c'est justement là le piège, continue à donner des salaires aux journalistes, l'État va forcément influencer le travail qui est attendu de ce journaliste. Et lorsque l'État ne donne même pas de salaire, je pense que là, l'État influence encore plus. C'est pour cela donc que nous encourageons la presse privée, comme Info TV, qui est une presse totalement indépendante, qui n'est pas inféodée à qui que ce soit, pour faire donc des productions et donner des conditions minimales à ceux qui voudraient exercer. C'est pour ça qu'il dit que c'est une prise de conscience. Les maisons de télévision, de radio et autres là sont détenues par la plupart des journalistes.
Et si c'est des journalistes qui offrent encore des conditions difficiles aux journalistes, il y a un problème. Merci beaucoup, Monsieur Messi, pour cet autre regard. Lorsque nous avons dit cela, nous prenons notre verre d'eau. Si vous êtes victime d'abus dans votre quartier, si vous êtes victime d'abus dans votre localité, dans votre ville, dans votre pays, si vous pensez que nous pouvons avoir des meilleures conditions de vie sans abus, je vous appellerai cela la dénonciation. La dénonciation de ce jour, en l'absence une fois de plus de Bernard Dobasson, est l'œuvre de Pierre Blériot-Niamec. Bien, comme vous le dites, si on est victime d'abus ou si on sent qu'on est victime d'une quelconque injustice, on peut venir nous voir. C'est ainsi qu'un monsieur qui, à bord de la soixantaine, est venu me voir pour me poser un problème qui l'oppose à ses neveux. Il a été frère à leur père, ils étaient deux seulement, deux garçons uniquement. Leur père et lui, donc qui étaient frères, ont hérité de 10 hectares de terrain. Et sur ces 10 hectares de terrain, 6 hectares avaient été déjà mis en valeur grâce à la culture du cacao. Le monsieur qui est venu nous voir hier, elle était le cadet, le dernier né sur deux. Il dit que du vivant de son grand frère, il n'a jamais jeté un coup d'œil sur la cacaoyère et c'est son grand frère qui l'a géré. Il reconnaît tout de même que c'est son grand frère qui lui a payé les études et tout le reste. Il est resté le bon petit frère qu'il était. Sauf que son grand frère décédé, ses neveux estiment qu'ils doivent continuer à exploiter exclusivement la cacaoyère. Ils s'opposent à ce que leur oncle, le frère à leur père, exploite aussi la cacaoyère. Ils sont au tribunal au moment où nous parlons et il a souhaité que nous en parlions pour que ses neveux puissent comprendre, comprendre quelle est la difficulté qu'il a à s'opposer aujourd'hui à ses neveux par rapport à la pratique qu'ils exercent. Donc ses neveux se font main basse sur la cacaoyère et veulent l'empêcher de jouir du bien qui est le bien de son père, son feu père. Bon, la cacaoyère appartenait à qui? À leur père, à son père, à lui, donc au grand-père de ses neveux. D'accord. D'accord. La cacaoyère appartenait à leur père. Maintenant, les neveux ne veulent pas le sentir. Oui, ils ont continué à exploiter comme leur père exploitait aussi. Ils ont, dans la continuité, sans tenir compte du fait que le bien était quand même un bien qui devrait se partager entre leur père et leur oncle. D'accord. Et ils sont déjà au tribunal. Il veut aussi exploiter cette cacaoyère. Monsieur Messi, votre regard, votre commentaire. C'est des problèmes qui arrivent chaque jour dans nos familles. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème, à mon avis, qui devrait aller au tribunal. Il faut juste voir le chef de village. Si c'est dans notre ère... Si le chef de village décide que nous ne sommes pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Parce que même au tribunal, on va toujours envoyer ça au village. Parce que c'est le village qui comprend bien, la famille qui connaît bien ces choses-là. Mais c'est des problèmes très réguliers parce que, et comme le consultant l'a dit, c'est-à-dire vous êtes deux frères, et puis le grand frère décide de financer les études de son petit frère, qui forcément a travaillé, était salarié, et puis la retraite approchant. Entre-temps, le grand frère qui est resté au village, lui, il a pris le bien familial, qui est la cacaoyère, puisqu'ils ont vendu une partie qui a servi à tout le monde. Et maintenant, les neveux du grand frère, de son grand frère qui sont restés là, pensent que lui, il a déjà eu sa part, là où il travaillait, et que il est hors de question que lui vienne encore revendiquer. Parce que c'est comme ça qu'il revendique. Et c'est ça qu'il dit que c'est le problème que nous rencontrons dans nos familles chaque jour. Même dans ma famille, c'est un problème. Et quand il revient, il dit peut-être que comme vous avez construit en ville, il faut qu'on aille également se partager la maison que vous avez en ville, parce que nous sommes restés ici, vous avez fait vos biens là-bas. Donc je crois que c'est le village, c'est la famille qui doit trancher ce problème, parce que la justice va dire quoi? C'est des deux frères, et puis il a tout à fait raison, c'est son village, de revendiquer sa part. Parce que cette cacaoyère doit être partagée en deux. Tout à fait. Pour les deux frères. Et puis les neveux prennent la part qui revient à leur père. Et puis son petit frère prend également sa part. J'imagine aussi qu'il a aussi des enfants qui vont également hériter de ces biens-là. Donc, très souvent, quand les gens se cherchent, comme on dit souvent, ceux qui restent au village pensent qu'ils deviennent automatiquement des héritiers de tout. C'est une mentalité qu'il faut condamner. Donc ces neveux-là doivent comprendre que c'est leur oncle qui leur reste et ils doivent vraiment
s'asseoir pour dire à l'oncle que c'est vous notre papa désormais. Alors on partage cette plantation en deux. Vous prenez votre part et puis nous on prend aussi la part de notre papa. Si même vous voulez, donc vous pouvez nous demander de travailler votre part à votre compte. Ça va se passer comme ça et puis je crois qu'il n'y aura pas de problème, il n'y aura même pas de sorcellerie parce que le tribunal, si on ne rentre pas dans la famille, le tribunal ne comprendra rien et va toujours dire que ça se passe comment là-bas, qui sait comment vous êtes né, à quoi. C'est des frères dans tous les cas. Les problèmes... Mais les idées, c'est que lui, il a eu sur sa part, ça lui suffit, qu'il nous laisse un peu en paix. D'accord. Pierre Blériot, le grand frère en question, lui, il était resté au village? Non, il a aussi travaillé en ville avant d'aller en retraite. Mais c'est lui qui exploitait la Cacaoyère exclusivement. Oui. Très bien. Alexandre Menunga, nous sommes confrontés donc à une dispute autour d'une cacaoyère. Mais comment vous expliquez quand même cet égoïsme de ses neveux ou alors, à la fin, le grand frère et le petit frère ne s'entendaient plus beaucoup? Oui, c'est tout à fait normal. Ces problèmes-là sont au quotidien. Dans nos villages. Tel que venait de le relever mon copanéliste. Il y a un cadre, notre administration reconnaît ce qu'on appelle le droit coutumier. Il venait de le relever. Il y a toujours le tribunal coutumier dans nos villages. C'est-à-dire les familles qui sont là savent les tenants et les aboutissants de toutes choses. Quand un problème donc surgit comme celui-là, on part donc se présenter. Et je voudrais d'abord faire un petit crochet sans remettre en cause que l'oncle devrait avoir sa part. C'est que du vivant de son grand frère, il devait exprimer déjà cela. Les enfants ont eu l'habitude que c'était leur père qui gérait et c'est pour eux. Or, il a commis donc une petite erreur. C'est-à-dire, au lieu de dire à son grand frère que, comme nous sommes déjà tous les adultes, donne ma part. Comme ça, chacun sa maison. Dans chaque maison, il y a toujours des chambres. Et chacun doit reconnaître sa chambre. Ça, c'est sa petite erreur. Maintenant, quand il devait donc revendiquer, il devait poser ce problème-là au sein de la grande famille. Parce qu'il y a dans nos coutumes et traditions, il y a les petites, les moyennes, les grandes familles qui résolvent ce genre de problème. Quand ça rugit surface, comme c'est le cas. Et le tribunal ne peut rien dire parce qu'on va toujours les renvoyer. Parce qu'on reconnaît le tribunal coutumier chez nous. On va toujours les renvoyer et généralement c'est le chef de deuxième degré qui résout ce problème-là quand ça dépasse au niveau de la famille. On amène au niveau du chef du canton. Il résout ce genre de problème. Merci, Pierre Blériot Niemek. Que doit faire donc ce monsieur face à cette adversité, face à cette intransigeance de ses neveux? Entre-temps même, pourquoi nous nous battons pour des biens éphémères de cette terre? Non, mais pendant que nous sommes sur la terre, nous avons besoin de ces biens parfaits ici. Nous ne soyons pas lunatiques. Nous sommes sur la terre et nous avons besoin de... Je voudrais corriger l'aîné un peu. Vous savez, à votre époque et à l'époque qui vous a précédé, il y avait beaucoup d'amour entre les frères. Tout à fait. Si vous observez. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu souvent, Messie, les partages des terrains. Vous savez ça? C'est-à-dire que les frères vivaient tellement en harmonie que l'idée de partage ne venait à personne. Comme si on les divisait même. Ils ne voyaient pas ça comme ça. Parce que chez les Blancs, c'est Rousseau qui a dit cela, que le premier qui a eu l'idée de dire cette portion est la mienne a généré l'esprit de guerre. C'est ça le problème. Vous voyez vos papas et autres, moi, mes grands-parents ne se sont pas partagés le terrain. On utilisait... Bon, c'est vrai que la terre était abondante. Maintenant, nous sommes rentrés dans un système capitaliste où les intérêts sont très prononcés, où le matérialisme est exacerbé. Donc on ne peut pas reprocher à quelqu'un qui a vécu sous le respect de son aîné
Parce que vous voyez, si on dit que son aîné lui a payé les études, c'est que c'était pas, ils avaient un certain écart. Son aîné était même comme son père. C'était son père. Ce que j'ai reproché déjà aux jeunes gens, c'est qu'ils n'ont pas compris que leur père était le père de celui-là et que celui-là est leur père à eux. Il n'a pas à aller revendiquer auprès de qui que ce soit. Il est de facto leur père. En l'absence de l'aîné, comme il est leur seul oncle, il est leur père. C'est à lui de mieux organiser ses autres enfants. Ça veut dire les enfants de son grand frère qui sont ses aînés, ses premiers enfants, et ses propres enfants. Sauf que, comme vous avez dit, les enfants ont pris les mauvaises habitudes. Oui, ils ont pris les mauvaises habitudes et ils ont pensé que parce que leur père exploitait exclusivement la plantation, c'est que c'était le bien de leur père. Mais tout est là, le village, tout le monde sait qui a fait la plantation. Et du point de vue du droit, ce monsieur a une préemption sur ses neveux. C'est-à-dire que lui, il est héritier de son père. Ses neveux ne sont pas héritiers de son père. Et ils sont héritiers de leur père à eux. Donc aucun partage ne se fera entre ses neveux et lui. La justice devra, elle peut statuer d'ailleurs entre leur feu père et leur oncle. Mais c'est gênant quand même, je lui ai dit, parce que je l'ai trouvé lui-même très gêné de se retrouver dans cette situation. Mais il est obligé de résoudre ce problème parce qu'il a aussi de la progéniture. Et cela est souvent lié au fait que ces neveux-là, ces gens-là, ont raté leur propre vie. Monsieur Messivou l'a dit. En fait, nous avons tous des problèmes comme ça au village. Moi, un de mes grands-pères a enseigné à ses enfants que lui seul était propriétaire de toutes les terres. Ces enfants qui, pour quelques-uns, ont fait des études, ont quand même intégré une telle idée. Bon, c'est pas une ignominie. Parce que... et dans leur cas, leur père était le dernier né. Mais comme ils vivaient au village et que les autres, ses aînés, ne s'intéressaient pas beaucoup aux questions d'exploitation des terres, voyez, on a dit souvent la mise en valeur. Leur père allait partout mettre deux trucs là et tout pour appeler ça la mise en valeur. Et donc, il plantait les manguiers, il plantait les manguiers ici, par là-bas. Et il a enseigné à ses enfants que les terres leur appartiennent exclusivement. Vous avez parfaitement raison. Nous, la coutume a abordé la question et l'a résolu. On a dit à ses enfants, ce ne sont pas vos terres à vous tout seuls. Et le fait que nous soyons en ville, mais c'est moi ici, vous qui êtes au village, nos terres, d'ailleurs moi je suis constamment au village, nos terres nous appartiennent. Et lorsque nous ne sommes pas là, elles appartiennent à nos enfants. Donc, je sais, il m'a dit que ses neveux nous écoutent, je leur passe la leçon comme ça. Vraiment, vous-même retirez-vous au niveau du tribunal et acceptez que votre oncle, qui a été obéissant à votre père, soit aussi votre père aujourd'hui. Parce que lui s'est monté bon petit frère, vous ne pouvez pas venir le défier. Et bien évidemment, s'ils ne m'écoutent pas, je demanderai à leur oncle de les écraser. Peut-être que ne veut pas arriver là. Que la renommée de frères se poursuivre au niveau des enfants. Que ces enfants considèrent vraiment leur seul oncle comme leur père. Et s'ils refusent? Et qu'ils font donc un partage à deux, que ces enfants si les enfants refusent. Ils n'ont pas le droit de refuser, c'est pas leur héritage. C'est ça la plainte. C'est pas leur héritage. Voilà, c'est l'héritage de leur grand-père. Voilà. Merci beaucoup. On va lire les nombreuses préoccupations des téléspectateurs. Bonjour Perfecto et à votre riche panel. C'est tout ce que la téléspectatrice a trouvé à dire. Hein. Un autre message, bonjour les démineurs, superbe plateau comme toujours. Pour la renonciation, pour la dénonciation, pour le grand frère. A orienté son frère dans un autre domaine, loin de la cacaoyère. C'est la faute de nos chefs de famille bantous qui ne dénoncent et ne partagent pas de biens avant de partir. Conséquence, aujourd'hui le tribunal Mokori de Douala. Autre message rapidement. Bonjour, monsieur Haïssi. L'enfer des journalistes, c'est eux-mêmes. Ils ne s'entendent pas. Lorsqu'on invite les journalistes à une revendication, beaucoup préfèrent protéger leurs enfants au détriment de la corporation. Sauve-toi toi-même en évitant
de donner le fouet à ton bourreau pour te faire fouetter. C'est Franck de Bokito qui envoie le message. Franck, ça faisait longtemps, hein? À l'époque, vous étiez un fidèle téléspectateur. On va lire un autre message. Un bonjour spécial à tous les démineurs. J'aime ce que vous faites. C'est Joseph Assile de Douala. Bonjour Info TV et particulièrement à Espace Miné, l'émission qui fait mes journées. Pour ma part, le métier de journaliste au Cameroun est un enfer parce qu'il est lui-même infiltré par des journalistes à gages à cause des conditions précaires de la vie. Il y a quoi? Il y a qu'à la contradiction des différentes unes en kiosque chaque jour. C'est Yannick depuis Douala. Autre message vous amène au 224. Je sais pas, c'est quel pays là, 224? Bonjour le plateau, ça fait plaisir de vous écouter, surtout les interventions du sage monsieur Niemek. En parlant de Boko Haram, nous avons vu la CEDEAO se rassembler comme des fourmis suite à l'événement du Niger, juste parce que les intérêts du maître sont de plus en plus en mal. Cela m'amène à penser que certains de nos États sont complices de ces mouvements de déstabilisation des pays, puisqu'il y avait cet engourdissement, je suis sûr que ces histoires de Boko Haram et autres seraient résolues il y a longtemps. Autre message ce jour. Vraiment, bonjour l'Unkuta de journaliste. Boko Haram est parmi nous. Interrogez celui qui l'a dit. Pourquoi jouer au chat et à la souris? C'est Emma Otou, Angousso. Vraiment, monsieur Blériot, tu es un sorcier. L'exemple des fous et du champ de cacao d'hier, c'est le Cameroun. Une fois de plus, bravo pour ton édification. Autre préoccupation ce matin. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour, parfait. Dites au camarade Émile Messi que le RDPC, que le président Biya a créé est un parti de promotion d'idéaux, plutôt qu'un parti de soutien comme ils l'ont rendu. Aujourd'hui, ils soutiennent tout, mais même l'irrationnel. C'est Thierry qui envoie le message. Bonjour. Je peux déjà vous dire que ces journées dites de propreté dans nos villes et quartiers ne valent pas la peine. On ne fait rien. Les commerçants ferment étant fâchés pour attendre 10 heures pour ouvrir les portes. Et si on comprenait le bien fondé de ces journées de propreté, on n'aurait pas de poubelles ça et là dans les villes puantes. Je pense que c'est une affaire d'éducation civique qui demande une prise de conscience de tous. Longue vie à Espace Miné. C'est Ondoba Georges Désiré qui envoie le message. Autre préoccupation ce matin. Bonjour le sac de modérateurs. Bonjour à monsieur Blériot Niemek et à tout le panel. Merci de vous revoir ce matin. Je m'arrête là. Bonne émission. C'est une fidèle téléspectatrice, madame Bakono. Autre message ce jour. Bonjour parfait. Très heureux de vous retrouver ce matin. Pour la dénonciation, ce type de problème est récurrent dans nos familles. C'est triste, l'amour a disparu. Que ce monsieur suive le conseil de monsieur Niemek. Bien des choses à vous. C'est le chantre Marius Simomba depuis le Boudi. Bonjour à vous. Bonjour à vous sur le plateau. Aucun métier n'est sans risque et sans difficulté. Ceux qui ont choisi le métier de journaliste doivent faire avec, encore que c'est eux-mêmes qui ont choisi. Si nous tous on se plaint, ça va donner quoi? C'est Martin Junior depuis Créby. Si toi tu ne te plains pas dans le cas de ton métier, les journalistes sont libres de se plaindre. Mais il y a également cette affaire, hein. C'est-à-dire, quelqu'un te fait comprendre que non, tu déranges, tu aimes trop te plaindre, Mais attends, il est interdit de se plaindre. Si toi tu ne te plains pas, l'autre peut se plaindre. C'est libre. Vous dérangez trop, vous les journalistes là. Vous pensez que vous êtes même quoi?
Bonjour à vous. Moi-même, j'ai perdu mon père qui n'avait qu'un seul frère. Mon oncle, qui était donc le frère de mon père, nous élève comme ses propres enfants. Nous étions 3 à mon père. Mon oncle, lui a eu 17 enfants. Précisons qu'il nous a élevés depuis l'âge de 3 ans jusqu'à nos 37 ans aujourd'hui. Le problème est que, au lieu de partager l'héritage en deux, dont une partie pour nous 3 et l'autre partie pour ses 17 enfants, il a partagé tout l'héritage en 20 parties. Nous sommes au tribunal jusqu'ici. C'est Alain Dessos. Incroyable. Bon, parfait, si tu permets. Oui. Regardez bien la question. Le père est resté avec les 3 enfants et il en a eu 17. Le monsieur dit, il nous a élevés depuis nos 3 ans jusqu'à nos 37 ans aujourd'hui. Ce sont ses enfants. Vraiment, je vous envoie la nouvelle, arrêtez ce tribunal-là. Vous êtes 20 enfants de ce monsieur. Je ne crois pas que l'héritage que vous lui revendiquez aujourd'hui est supérieur à ce qu'il a investi sur vous en plus de 30 ans. Je pense que ces 3 enfants sont tout simplement de très mauvaises offres. Non, ils ne savent pas. Ils veulent déjà qu'on divise l'héritage en 2. Une partie pour leur oncle et ses 17 enfants et une autre partie pour eux 3. Imaginez, vous qui nous avez raconté très bien l'histoire de votre oncle. C'est un homme bien. S'il avait abandonné les 3 enfants de son frère, que seriez-vous devenu? Que seriez-vous devenu aujourd'hui? C'est aujourd'hui que vous savez que vous n'êtes pas ses enfants parmi les 20. Parce qu'ils sont trop nombreux. Non, vous êtes ses enfants. Il a 20 enfants. Merci beaucoup. C'est pas comme si votre père vous avait éduqué, il avait fini avec vous. Et maintenant, non, vous êtes 20 enfants de ce monsieur. Il faut dire à ces 3 enfants qu'ils sont ingrats. Non, ils sont 20 enfants de ce monsieur. Et surtout, le monsieur a une très bonne moralité. Il est très bon. Il n'a pas tenu compte que... On pas la différence. Il les a élevés comme ses enfants. Il partage son héritage avec ses enfants. tous ses enfants. Et c'est là que vous devenez intelligent. Vous voyez l'information que vous envoyez donc à d'autres qui disent souvent que je n'élève pas les enfants de mes frères. Parce qu'en 30 années et poussière, 3 enfants, l'héritage même parfait dont on parle souvent, c'est quelques portions de terre qui ne se vendraient même pas à 10 millions. Vous pensez que 3 personnes en 30 ans, 90 ans d'éducation? Merci beaucoup. Je vous amène au 225, c'est la Côte d'Ivoire qui est connectée ce matin. Shalom El Perfecto, le Kifi, le Shalom aux démineurs. La dénonciation de ce matin doit interpeller les autorités villageoises à créer des structures pour organiser le foncier afin d'éviter de telles situations humiliantes pour les familles. L'afro-optimiste Djegui d'Abidjan. Autre message ce jour. Bonjour le panel. Très belle émission. Les journalistes sont à l'image des partis politiques de l'opposition. Très belle suite de l'émission. Moi, je ne sais pas comment sont les partis de l'opposition. Hein. Donc, il faut me préciser cela. Autre message ce jour. Bonjour parfait à tout ton panel. Pour la dénonciation de ce matin, ce monsieur est un homme vertueux. La plupart des jeunes aujourd'hui ne veulent pas travailler pour créer leur propre richesse. C'est déplorable. C'est Hilaire des Nigas qui envoie la préoccupation. On va lire peut-être 2 derniers messages rapidement. Bonjour Perfecto, bonjour Pierre Blériot, bonjour aux panélistes. Les populations de régions prises en otage, extrême nord Nozo, souffrent terriblement des exactions des irrédentistes. Formulons des prières pour eux. Niemek Ghislain Raphaël depuis Bomiebel. Ah, c'est le frère de Blériot. Les gens de Bomiebel. Bonjour. Ouais, c'est mon frère, pas seulement de Bomiebel. Hein. Ah bon? C'est mon frère de sang. Ah, d'accord. Oui, c'est celui qui est médecin. Ah, d'accord. Vous avez un frère médecin. Oui, vous le connaissez, celui qui était à la CNPS. Ah, ça c'est bien. Ouais. Dans d'autres familles, non, que les frères qui vendent le piment, qui vendent non, à la limite instituteur. À la limite instituteur, vous avez des frères médecins. Vous êtes gâtés. Vous êtes bon, Dieu a béni l'œuvre des mains de ma maman. Bonjour, perfecto. Moi, j'ai une question à poser à Monsieur Messi. Quelle est en réalité la place des neveux dans l'héritage de la famille? Ou bien, est-il possible pour un neveu de prendre héritage de sa maman qui est partie en mariage? C'est Daniel depuis Mvungue. Ah, c'est même l'arrondissement de Messi. L'arrondissement de ma femme maman aussi. Oui, mais si vous répondez à la préoccupation. Oui, les neveux héritent bien de leur maman.
Vous savez qu'en droit, il n'y a pas de différence entre les garçons et les filles. Tous héritent de leur père. Et les neveux peuvent bien hériter de leur maman. La portion qui revient à leur maman, ils peuvent bien hériter. Oui, mais maintenant, merci. Disons la vérité au niveau de nos familles africaines. Est-ce que quand on fait souvent le partage des terrains, on donne la part des femmes? Parfois, c'est les femmes eux-mêmes qui disent que moi, je suis allé en mariage, vraiment, mes frères débrouillés. Non, moi, malheureusement, j'ai constaté dans nos familles que quand on faisait le partage, on n'a pas donné la part des filles. Mais s'il y a donc une revendication, c'est vrai que le problème se pose. si je pouvais donner un avis, je suis pour que les femmes aient une partie, mais les femmes qui ne sont pas allées en mariage. Voilà. Mais vraiment, moi, ça me dérange quand même qu'une femme est allée en mariage. Puisqu'elle a justement sa part là-bas. Non, elle vient encore discuter votre petite part au village. Ce n'est pas, c'est injuste. Puisque, attendez, Léo, je pose un problème de justice. Oui. Le garçon, lui, qui est resté au village, n'aura qu'une seule part. C'est la part de leur papa. Or, la fille qui est allée en mariage prendra la part là où elle est en mariage et elle viendra encore prendre la part au village de son père. Non, malheureusement. Là, et là, la fille a deux parts. Non, vous parlez des enfants. Regardez bien. Vous dites, la fille qui est allée en mariage aura deux parts. Mais vous observez aussi que si on donne à chaque fille qui va en mariage sa part, votre femme que vous épousez vient aussi avec sa part. Et si moi je ne suis pas marié? Mais ça, c'est votre problème. Et puis l'héritage, ce n'est pas pour vos enfants, c'est pour les enfants de votre papa. Normalement, le partage doit se faire de manière équitable entre les enfants. À chacun de voir. Et chez nous, alors il y a un principe. Une femme même qui est allée en mariage, qui vient discuter le terrain au village, elle doit avoir honte. Elle ne vient pas discuter parce qu'il y a aussi... Il y en a qui discutent. Non, elle n'a même pas besoin de discuter. Parfois, ici, chez les bêtis, il y avait souvent ce principe que la fille qui allait en mariage avait laissé déjà un enfant dans la famille. L'enfant, on lui donne. On lui donne au nom de qui? Non, c'est votre enfant. Non, ce n'est pas seulement votre enfant. À ce niveau parfait, il y a une héritage purement de la tradition. Chaque fille avait un frère qu'on appelle à toutes. Oui. Ça veut dire que quand tu vas en mariage, ta dot là va répondre à la dot de ton frère-ci. Voilà. Ça veut donc dire que c'est le frère-là, en fait, qui répond de cette sœur-là. Même au niveau des enfants, quand ils viennent, voici notre père. Et même au niveau de l'héritage, à ce niveau, le problème ne se pose pas. C'est-à-dire que si la sœur a laissé une fille ou un garçon avant d'aller en mariage, ou qui n'est pas reconnu en mariage, automatiquement hérite donc de cet oncle-là qui va lui montrer sa part de bien. Et le problème donc qui survient aujourd'hui, monsieur Messi, c'est qu'une fois que l'oncle en question est décédé, les enfants de l'oncle ne suivent plus la règle traditionnelle. Ils vous contestent votre part. Et là, le conseil de famille branche toujours en faveur... Non, pour ne donc pas arriver là. Vraiment que les papas prennent l'habitude. D'ailleurs, chez moi, ça se fera comme ça. Le partage, c'est entre tous mes enfants, garçons comme filles, part égale. Selon la loi. Tout le monde a sa part. Et à chacun de voir ce qu'il en fait. Il n'y a pas un enfant qui soit au-dessus des autres enfants. Quand moi je vais partager mon héritage, si ma fille est allée en mariage, je ne lui donne rien. Quand tu partageras avant qu'elle n'aille en mariage. Et si le mariage se fait, je voudrais... Alexandre Mounouga, c'est intéressant. Vous savez, quand nous perdons les principes, nous perdons la vérité et la raison. Je vais aborder dans le sens de parfait. En vérité, quand la femme, dans la vérité, je ne parle pas dans la logique, parce que la logique n'est pas la vérité. Bon, vous vous situez au niveau de la logique. Parce que quand la femme quitte là où elle est pour aller faire fonder une famille, tout à fait. C'est-à-dire sa famille n'est plus là. Maintenant, quand elle n'est pas partie en mariage et qu'elle a laissé les enfants, généralement, dans le principe, même quand la fille accouche chez ses parents, l'enfant là devient l'enfant de son papa. Tout à fait. Ça, c'est un fait. Il a droit à tout ce que nous parlons. Mais quand la femme part en mariage, c'est une autre famille qu'elle part fonder. Sinon, dans la logique où vous suivez et que la loi moderne a prise, à un certain moment donné, il n'y aura plus de famille. Non, il y aura de famille. Il n'y aura plus de famille parce que, suivez-moi, quand ma soeur part en mariage et qu'elle a les biens là où elle est
quitter là où elle est née, ses enfants reviennent. Bon, maintenant, ça va influencer au niveau de coutumes et traditions. Parce que s'ils sont, par exemple, de Yaoundé, et que la fille était Douala, elle est venue naître, elle est venue faire naître ses enfants à Yaoundé qui sont des Ewondo. Et maintenant, elle repart, ces enfants-là rentrent à Douala. Ils sont donc, ça devient quelque chose qui, et c'est ce que l'Europe a subi. Aujourd'hui, c'est pour cela que les Européens ont ce qu'ils ont appelé courant de pensée. C'est-à-dire, ils ne s'appuient plus sur la famille. Et quand il n'y a plus la famille, il n'y a plus rien. Cher aîné, observez vous-même qu'il n'y a plus forcément aujourd'hui des mariages endogamiques, c'est-à-dire au sein de la même tribu. Pendant que vous parlez de votre sœur qui est allée épouser un Douala, n'est-ce pas, et qui revient avec les enfants à Yaoundé, vous-même, vous pouvez avoir épousé une nordiste et vos enfants ont une double culture. Non, le principe, quand on voit, vous parlez là de manière phallocratique, c'est-à-dire vous regardez les hommes. Non, nous, enfants d'un tel, ce n'est pas nous qui déterminons le partage. Nous allons partager nos propres biens que nous aurons. Le bien de nos parents nous reviennent à part égale. Les biens, c'est pas à nous de mettre notre réflexion. Et puis, il y a de plus en plus de divorces aujourd'hui. Que dites-vous donc, lorsque vous avez partagé parce qu'elle est allée en mariage? Oui, je vais vous dire, sur ce point-là, dans nos coutumes, ils ont prévu, il y a ce qu'on appelle don. Comme je suis là, mes enfants filles, je leur fais des dons. L'héritage est différent de don. La fin d'héritage, là, un jour j'aimerais que vous fassiez une émission sur l'héritage. Parce que les gens ne comprennent même pas ce que c'est l'héritage. Pendant que vous vivez, si vous avez des terrains, vous pouvez offrir un terrain à votre fille. Ouais. Ce n'est pas l'héritage. Ça, c'est un don. On offre donc le don aux enfants filles. Hein? Ouais. Bon, maintenant, c'est les enfants garçons qui restent avec l'héritage parce qu'il y a ce qu'on appelle coutume, tradition, la famille, la tribu, le clan. Donc, c'est l'homme qui garde ça. Si vous êtes Camerounais aujourd'hui, ce n'est pas parce que votre maman, c'est parce que vous savez qu'il y a des chefs traditionnels, femmes chez vous, les Bétiers, chez nous, les Bassins? Je n'en disconviens pas, mais je vous dis des principes. Bon, ouais. Très bien. Okay. Merci. De toutes les façons, c'est un sujet très intéressant. J'ai enregistré la suggestion. On organisera un débat profond sur l'héritage au Cameroun. Et on invitera également... Et que je sois véritablement l'invité. Parce que les spécialistes... Mais je soupçonne quand vous avez des comptes à régler. Ah, non, pas de comptes à régler. C'est-à-dire que c'est pour maintenir l'équilibre social. Merci beaucoup. Nous prenons un autre verre d'eau. Avant de prendre la problématique inscrite à l'ordre du jour ce matin, nous allons d'abord lire ce message qui m'a semblé important. Le téléspectateur revient sur la dénonciation, je pense, de lundi. La dénonciation de lundi ou de mardi. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là? Salut, cher grand frère. Suite à l'affaire portée à la connaissance de vos téléspectateurs par le biais d'une rubrique La dénonciation de votre émission Espace Minier du 1er août 2023, opposant une sœur à un individu présenté comme son géniteur, j'ai pensé modestement et sous réserve de l'approbation de votre top management qu'un appel à la générosité publique devrait être initié à l'endroit des âmes de bonne volonté parmi vos téléspectateurs, à l'effet d'apporter un soutien à cette dame visiblement éprouvée. Ceci lui permettrait non seulement de prendre en charge les dépenses liées au suivi de sa santé, mais également d'avoir quelques moyens de subsistance. Et je précise que pour ma part, cette dame n'a pas besoin seulement d'un soutien financier, mais également et surtout d'un soutien moral. Je propose donc que si jamais l'idée prospère, un forum WhatsApp soit mis sur pied pour les besoins de la cause, et on proposerait alors que les éventuels donateurs y soient inscrits pour qu'à terme, on s'organise et se décide d'une part de l'utilisation qui sera faite des fonds qui seraient levés et d'autre part arrêter ensemble une date pour lui rendre une visite de réconfort. Une action pareille, j'en suis convaincu, nous permettrait de sauver une vie qui ne méritait pas un tel niveau d'inhumanité. Puisse le Seigneur bénir tous les potentiels généreux donateurs. Merci, c'est Adamou Abbas qui envoie donc
ces messages. Je rappelle que c'était la dénonciation qui mettait en exergue le cas d'une jeune dame de 29 ans qui a eu un accident avec son fiancé. Malheureusement, depuis cette époque, son papa lui administre tout simplement un traitement inhumain. 18 millions sont même sortis de l'assurance. Le papa a bouffé, je vais parler comme au village, tout cet argent. La fille est maintenant sur une chaise roulante. Elle ne sait quoi faire. Elle n'a ni à manger, ni rien. Elle vit dans une chambrette. Quand il pleut, c'est tout simplement un petit lac. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà l'idée qui est donnée par un téléspectateur. Il s'appelle Adamou Abbas. Oui, parfois ici, je crois que de telles initiatives, quand elles viennent des téléspectateurs, ne peuvent être que les bienvenus. C'est eux qui doivent initier et nous les accompagnons parce que ça vient d'eux. Pour éviter les suspicions, je dis à M. Adamou Abba, que je connais par ailleurs, c'est quelqu'un de très bonne moralité. Il nous écrit souvent et je crois qu'il peut initier avec l'accord d'autres téléspectateurs, des généreux donateurs. Parce qu'il ne faut pas que ça se limite aussi souvent à des affaires inhumaines, comme si nous-mêmes, nous n'avions pas de sentiments. On parle et puis après, on passe, la personne demeure dans son sort. Si on peut, pourquoi pas? Si on peut, pourquoi pas? Si l'idée est donc adoptée, on verra comment cela pourra être possible. Pour l'instant, beaucoup de soutien encore à cette jeune fille. Nous prenons la problématique inscrite à l'ordre du jour et je vous le faisais comprendre en ouverture. Ce matin, nous marquons un arrêt pour évoquer ce que l'on appelle au Cameroun les journées propres. Les journées propres au Cameroun. Quelle efficacité! Il n'est pas... c'est maintenant régulier. Vous arrivez vers 9h dans un quartier. Tout est fermé, les boutiques sont fermées, les bars sont fermés, bref, tout est fermé. Vous demandez, mais il y a un souci? On vous dit non, c'est jeudi propre. Puisque nous sommes jeudi, pour le cas des Foulanes, c'est jeudi propre, tout est fermé. On ouvre à nouveau, pour certains, à 10h, pour d'autres, à 11h. Je vous passe donc d'abord la parole à Émile Messi. Quel est le regard, de manière générale, que vous jetez sur ce que l'on appelle des journées propres au Cameroun? Les journées propres, je crois, naissent de l'idée selon laquelle il va falloir qu'on s'arrête un temps pour faire la propreté autour de soi. Et je pense que très souvent, c'est des communes qui sont à l'initiative de ces projets-là. C'est-à-dire qu'ils mobilisent les commerçants, qui très souvent savent balancer des choses sans ramasser. Et je crois que le fond du problème ici, c'est qu'on doit intégrer tout le monde dans la salubrité et dans des questions de salubrité. Et que parfois aussi dire que bon, peut-être Isaac n'est pas venu ramasser et que les gens soit défrient, soit ramassent, soit tout. Bon, mais peut-être qu'on devra poser aussi l'efficacité. C'est la question d'ailleurs qui est posée ce matin. Vous pourriez commencer à répondre. Hein. Parce que vous sortez de votre maison le matin, vous trouvez tout est fermé, et puis ça vous handicape, vous voudrez avoir quelque chose, on dit que c'est journée propre. Et puis celui qui tente d'ouvrir, il est sanctionné. Des représailles, pas possible. Bon, à la fin, et puis journée propre. Une journée dans la semaine. Moi, je vous relance, Émile Messi, puisque nous questionnons l'efficacité de ces journées propres. On peut se dire globalement que, comme initiative, elle est certainement à saluer. Maintenant, moi, j'ai constaté autre chose. Je fais le tour des quartiers de temps en temps. Les boutiques sont fermées, tout est fermé, mais je ne vois personne qui est dehors en train de faire la propreté. Tout à fait. Donc, dès que 10h arrive, on ouvre encore les boutiques. Est-ce que c'est donc ça les journées propres? C'est ça l'efficacité de ces journées-là. Que font les gens sont parfois à la maison, ils attendent 11h ou 10h pour venir ouvrir leur boutique et puis rien n'a changé. Et puis on va encore dire que tout est sale. Isaac n'a pas ramassé la poubelle et tout ceci a fait cela. Mais si vous tentez d'ouvrir, vous allez subir parce que les agents rôdent là pour vérifier. Donc je crois qu'à ce niveau-là, c'est vraiment un problème. C'est un problème. Qui s'occupe du suivi de ces commerçants-là qui font effectivement la propreté dans leur espace? On n'a pas l'impression. Et puis, je me dis, il faut vraiment redéfinir, il faut recenser les commerçants et puis leur donner des tâches précises qu'ils doivent exécuter et qui peuvent être évaluables.
C'est-à-dire que ce jeudi, vous devriez dégager telle poubelle avec ce matériel, avec ces moyens, et puis qu'à la fin, qu'on sache que tout le monde a travaillé. Très bien. Et ceux qui ne travaillent pas, peut-être, ils donnent des amendes et tout. Donc, que les gens sentent qu'effectivement, les gens se sont mis à la tâche pour rendre leur espace propre. Merci Émile Messi. Pierre Blériot-Niamek, nous questionnons l'efficacité, nous nous interrogeons sur l'efficacité des journées dites propres au Cameroun. Journée propre, une boutique est fermée, mais devant la boutique, vous avez le caniveau qui est bouché avec des odeurs horribles. C'est journée propre, quelle efficacité? Oui, ben, moi, je peux en parler avec une certaine autorité parce que quand les maires de Yaoundé lançaient cette opération, je parle que de Yaoundé, il y avait des comités locaux qui prenaient le relais et qui faisaient même des élections au sein des mairies. On les appelait, dans le cas de, par exemple, Yaoundé 5, les CADEL. Ce qui se passe avec les Camerounais, c'est que nous ne sommes pas enclins au bénévolat. Nous sommes tellement pauvres que nous ne faisons aucune action qui ne soit rémunérée, d'une part. D'autre part, quand il y a même des perdièmes qui peuvent être donnés, ils sont volés en amont. Ça pose problème. Les CADEL accompagnaient les mairies dans la pratique au quotidien de cette salubrité. Il y avait donc la participation des populations, la participation des commerçants et d'autres travailleurs, mécaniciens et autres, vous pouvez imaginer. Au départ, c'était bien. Mais comme, vous savez, notre folie est contagieuse, notre folie, le nouveau concept que j'ai développé depuis hier, la corruption, c'est la folie. Alors, à un moment donné, les gens qui se mettaient ensemble, c'était soit pour escroquer les commerçants, on venait leur demander de donner de l'argent, alors que les commerçants estimaient qu'ils participaient déjà eux-mêmes à faire ce travail. Ça a pris une autre tournure. Désormais, les journées propres ne semblent plus être efficaces. Parce qu'on a plutôt l'impression que c'est une censure inutile. On dit journée propre, comme vous décriviez, on ferme les boutiques, on ferme les commerces, on ferme tout, mais on ne fait rien. Et on ne sait donc pas pourquoi c'est fermé, puisque après un certain nombre d'heures, on ouvre à nouveau et rien n'a été fait. Donc, on a tué l'idée maîtresse. Mais c'est que les projets, c'est comme ça que ça se fait chez nous. Il n'y a pas de sérieux. Je voyais des gens courir vers ces trucs-là parce qu'on leur avait promis. Il y en avait même chez nous en Vogada. Dès qu'ils avaient eu les bottes et puis les brouettes, ils disparaissaient avec les bottes et les brouettes pour les amener dans leur propre chantier ou aller les vendre. Voilà comment nous fonctionnons. Et je dis, ces comités qui étaient des relais des mairies devaient continuer de fonctionner. Et je crois qu'ils viennent de mettre sur pied d'autres choses dans ce sens-là, mais c'est pas... À Vogada, par exemple, on a une association qu'on appelle le Codesca, qui fait dans cela tous les samedis matins. C'est-à-dire, nous faisons de la propreté et nous accompagnons les populations à le faire. Mais l'efficacité est de plus en plus réduite. Je vis aujourd'hui dans un autre quartier qu'on appelle Kouaban, sa journée propre, c'est le jeudi. Émile Messi vous faisait remarquer. Je trouve aussi que ce soit inopérant et contre-productif. Que ce soit une journée en semaine, ça pose quand même problème. Les gens, les travailleurs et autres, vous voyez, vous évacuez déjà. Je parle de Vogada, c'est le samedi que nous le faisons. En Kouaban, c'est le jeudi. C'est pas bon, parce que déjà les travailleurs, ils vont sortir, donc ils ne vont pas participer au travail manuel. D'autre part, cela empêche l'activité en matinée. Puisque, entre-temps même, prenons justement le cas de jeudi, vous avez dit qu'en Kouaban, c'est le jeudi, je vous ai parlé des Foulanes, c'est également le jeudi. Les enfants doivent aller, par exemple, à l'école. On doit acheter le petit déjeuner dans les boutiques. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà une situation. Non, c'est pas très efficace. L'idée est bonne. Le seul avantage que j'y vois, c'est que quand je vais traverser Mvombi et autres, comme c'est jeudi propre, non, Mvombi c'est le mardi. Vous voyez, quand je traverse là le mardi, il n'y a pas beaucoup d'embouteillage, mais ce n'est pas ce qui est efficace. Très bien. On le fait pour faire de la propreté. Il faut donc que la propreté se fasse efficacement. Mais il faut que les mairies agissent avec sérieux. Alexandre Manunga, on parle de journée propre, mais il y a la saleté partout. Quel contraste? Oui, c'est vraiment un mauvais constat. L'idée est bonne. Moi, je dirais qu'il faut que les mairies changent de politique.
c'est-à-dire que ça soit une politique participative, que tous les habitants de chaque quartier participent à cette journée propre. Avant, il y avait cette loi-là, quand il y avait même les herbes devant votre devanture, mais on venait vous amender. C'est-à-dire chacun doit s'occuper de sa devanture. Chacun doit balayer devant sa cour. Devant sa cour. C'est-à-dire qu'il faut qu'on amène les gens avant les associations, parce que ce qui cause la corruption, c'est directement, les gens ne sont pas imprégnés d'une idée, on veut rassembler, ça ne peut pas donner. Il faut qu'on commence à sensibiliser les populations des communautés, et puis on met chacun dans sa responsabilité. Balayez votre cour. Si vous ne balayez pas, voici. Même au niveau des rigoles, voici la. Mais moi, je pense qu'Alexandre, à une certaine époque, j'étais encore tout petit, ça existait beaucoup plus dans les villages. Hein. C'est-à-dire, chacun devait défricher au niveau justement sa devanture, au niveau de son tronçon. Si c'est sale, le sous-préfet passe, il trouve que c'est sale, vous êtes sanctionné. Oui, même ici en ville à Yaoundé, c'était comme ça, des années 80. Le problème ne se pose pas des jours ouvrables, parce que quand je suis arrivé pour ma première fois à Bamenda, c'était le jeudi. Je ne sais pas s'ils continuent à respecter. La ville était propre. Claire. Toutes les communautés sortaient, ils travaillaient ensemble. C'est la référence. C'était la référence. Et je ne sais pas pourquoi ça a tardé pour que d'autres régions épousent cette idée. Mais dans l'originalité, c'est-à-dire que c'est un problème de communauté. C'est-à-dire le maire travaille avec les communautés. Maintenant donc, avant de créer des associations, que chacun ait déjà cette idée-là. Quand vous êtes déjà sensibilisé et que vous êtes sensible à cette idée, ça prend. Or, maintenant, quand on veut seulement dire des associations où les gens ne sont même pas responsables de ce qui pose comme ça cause problème. Il faut que dans chaque maison, dans chaque devanture, et qu'il y ait des bacs dans chaque entrée, on appelle ça comment, les petits bacs là, qui placent ça, que quand on va jeter les ordures, de jeter les ordures, qui placent ça, que quand on finit de faire véritablement ce ménage là, on jette des ordures, ça sera efficace. Bonjour Monsieur Parfait ici, le sac de modérateur. Bonsoir, bonjour à tout le panel et plus particulièrement au sage du plateau Pierre Blériot-Niemec que j'admire profondément pour la pertinence de ses analyses. Concernant le sujet, je crois que c'est tout simplement de la cacophonie, cette histoire de journée propre dans les communes, car généralement il n'y a aucun changement sur le plan pratique. Si je prends l'exemple du marché de Bepanda, double balle à Douala, je dirais que même si Isakam travaille 3 fois par jour pour le nettoyer de ce marché et que les individus ne font pas preuve de responsabilité, rien ne changera. Et c'est ce qui se projette sur tout le territoire national. J'appelle juste à une conscience personnelle de tout un chacun dans la gestion des déchets ménagers. C'est Stéphane Tchobin depuis Libreville. Je suis l'un de vos fans depuis votre passage au Club des Dinosaures sur Vision 4. Oui, ce message nous vient du 241. C'est le Gabon. Autre message ce jour. Bonjour à vous. Ici à Yaoundé, le maire Mbala a annulé les journées propres. C'est Alain Dessos qui envoie le message. Bonjour monsieur Aïssi et tout votre panel. Par rapport aux journées propres, dans les zones anglophones, c'est toute la population qui est impliquée. Mais chez nous, les francophones, ça ne vaut pas la peine. C'est Christophe depuis Tignières. Autre message, très belle émission par rapport au jeudi propre. On ne tire que dans les boutiques, les marchés et autres. Mais je crois que cela doit commencer par les services publics. Dans certains services publics, les herbes menacent d'entrer par les vitres. C'est Martin Junior depuis Kribi. Autre message, bonjour parfait. Les services publics camerounais sont-ils d'abord bien entretenus? Laissez-nous ça. C'est Marco depuis Nsam.
Ouais, donc les gens qui ça, sont... c'est les gens de l'opposition. Les extrémistes. Bonjour, chers panélistes. Je parle de jeudi propre. Les sous-préfets sont là pour des problèmes fonciers, surtout dans nos grandes métropoles. On ne les connaît pas dans nos quartiers, même nos maires. Ils ont des indices qui leur donnent des informations pour sanctionner ceux qui ouvrent les commerces, pour payer une amende de 50 000 francs. Aucune propriété. C'est Oundi et depuis Douala. Autre message, bonjour le plateau. Au sujet de qui doit hériter dans nos familles Bassa, nous avons une clause, comme l'a dit Monsieur Messi, concernant les filles et même pour les garçons à très bas âge, appelés Libaba. On sait qui va prendre la dot de telle fille ou quel grand frère va aider tel Benjamin à prendre épouse. Ma sœur qui part en mariage et qui hérite d'un terrain à Omok, reviendra-t-elle entretenir notre terrain et faire grandir notre famille qu'elle a délaissée? Mbomborbilombikak. Bonjour Mbombok. Autre message. Perfecto. Bonjour El Perfecto et aux invités. Les neveux du monsieur ne sont pas sérieux. Un bonjour spécial à notre consultant, c'est Loric. Perfecto, les journées là, c'est un peu comme quand le parti au pouvoir nous parle de liberté d'expression ou de démocratie, ou comme quand le pasteur de l'église de Tinga parle de redonner au football camerounais toute sa grandeur. Sur le terrain, il n'en est rien, c'est Loric. Loric, la fait que tu commences là. J'espère que tu as l'écoute comme ton papa Blériot, hein, Loric. Parce que moi, je vais te recruter à Ibou FC. Il sera ramasseur de balles. Non, c'est un joueur très efficace. Donc Loric doit y jouer. Non, Loric, c'est un joueur très efficace. Bonjour à tout le panel. Au niveau de la briqueterie, ancienne route, nous avons mis sur pied une équipe de propriété tous les mercredis. Le nettoyage des rigoles, la déventure des boutiques et tous les mois, chaque boutique verse une somme de... Mais il ne donne pas la somme, il met les suspens. Une somme de. Une somme de. C'est pourquoi le mercredi propre marche à ce niveau. C'est Justin Patrick. Justin, pourquoi tu donnes l'information à moitié? Je ne veux pas que le TCS aille là. Alors, je vous amène au 226. C'est le Burkina Faso. Salut parfait à ici. Vraiment, c'est pas du tout beau à voir les rues de vos grandes villes très sales. Venez voir au Faso comment cela se passe. Chaque mairie recrute des femmes pour le nettoyage. Ces femmes sortent dans la nuit à partir de 3 heures. Et au petit matin, toutes les rues goudronnées sont propres. Vous vous réveillez et trouvez que tout est nickel. Ces femmes sont appelées brigades vertes. Elles ont droit à un salaire d'au moins 60 000 le mois. C'est Paul depuis Ouaga. Alors là, les femmes chez nous cherchent les enfants, Paul. Je vous ramène au 225, c'est la Côte d'Ivoire. Bonjour très chers des mineurs, bien qu'affligés par le décès de notre patriarche, Monsieur Bédier, nous prenons du plaisir à vous suivre, car vos analyses forgent l'étoffe des champions de l'émergence future et imminente de l'Afrique. S'agissant des journées propres, elles ne seront efficaces qu'à condition d'un changement radical des mentalités et l'implication de chaque citoyen à rendre son environnement propre chaque jour en appui aux efforts de nos autorités. C'est signé La Sentinelle. Message venant donc de la Côte d'Ivoire. Je recommence avec vous, Émile Messi. Pour l'heure quand même, au niveau des journées propres, c'est vrai que Blériot a relevé tout à l'heure que certaines mairies prenaient un certain nombre d'initiatives en offrant même du matériel aux populations pour cette hygiène et salubrité. Mais avez-vous quand même l'impression que ces mairies sont fortement impliquées, ou alors elles sont impliquées juste à un petit niveau? Quand on parle quand même de propriété dans une ville, c'est d'abord du ressort des mairies. Que font véritablement les mairies dans nos grandes villes? Yaoundé, Douala, Bertoua, Bafoussam, Garoua, Maroua et que sais-je encore? Oui, vous avez totalement raison sur cette question et je vais m'aligner sur cette position-là. Je vais vous rapporter un cas pratique. Un auditeur un téléspectateur d'avoir écrit là que Yaoundé 5 ne connaît plus ces journées-là.
Le maire annulé. Le maire annulé, Augustin Mbala, que je salue ici, que cette mairie-là devrait être copiée comme un exemple. Moi, je suis résident de cette mairie-là. C'est-à-dire que, en venant là tout à l'heure, les agents de propreté étaient dans toutes les routes, partis du petit marché de Fougerolles, traversés au Omnisport jusqu'à Mvogada. J'ai dit que les agents de propreté, filles comme garçons, étaient en route en train de balayer les routes. C'est pour ça que moi j'ai dit, le mot est peut-être à ça parce que c'est ma commune, j'ai dit cet exemple mériterait d'être copié, mais en appuyant également que si les mairies peuvent prélever une taxe, par exemple celui qui n'a pas donné le montant là, c'est-à-dire que de fermer le commerce toute une journée, et puis vous attendez revenir ouvrir, vous donnez une taxe, et que les mairies effectivement prennent leurs responsabilités pour assurer la propreté dans toute la commune, tout au moins pour les communes qui sont dans les grandes villes, de telle sorte que on recrute des agents de propreté pour qu'on puisse les payer et que les bacs ordures soient placés à tous les niveaux des boutiques, à tous les niveaux de ces commerces-là, pour que les responsables maintenant éduquent également que voilà là on doit jeter nos ordures, et le moment venu, ces agents de propreté viennent ramasser. Moi, je dis, l'exemple de Yaoundé 5 est vraiment palpable, et les routes sont propres. Mais ce que moi aussi, je peux regretter dans ces routes qui sont propres là, parfois on voit les trous dans les routes et tout, mais les enfants sont là en train de balayer. Je me pose des questions que même avec les trous, cette propreté même nous sert donc à quoi? Donc, au moins à ce niveau-là, Yaoundé 5, avec le maire Bala Augustin, est un exemple à vulgariser. Lui trouver les moyens où il faudrait bien que les autres maires se rapprochent de lui pour voir comment on peut faire comme à Yaoundé 5. Bon, maintenant les autres problèmes, même dans les villages, effectivement, quand j'étais encore très petit, quand le sous-préfet passait dans le village et qu'il trouvait des endroits dans les bosquets que ce n'était pas défriché, il donnait des amendes. Ouais. À qui appartient ici, puisque au village, on sait qui, même si c'est un bosquet de 2 km, on sait les gens qui sont là. Tout à fait. Vous devez défricher. Et si ce n'est pas défriché, on vous donne une amende. À la deuxième occasion, on vient vous prendre. Vous appelez à la brigade. Vous voyez. Et à l'époque, il y avait également ce qu'on appelait l'impôt forfaitaire, je crois. C'est-à-dire que chaque travailleur, chaque planteur avait quelque chose à payer en fonction de ses biens. Vous voyez, avec les démocraties, il faut le dire, nous avons regretté, c'est les démocraties qui sont venues annuler tout cela, que bon, les gens sont libres de faire la propriété sur leur terre ou pas. Il faut les laisser tranquilles. C'est aussi ça les conséquences de ces libertés qu'on a données aux gens qui n'étaient suffisamment pas nus. Donc, je crois qu'à un moment donné, la propriété, la culture de la propriété devrait également intégrer notre éducation, notre système éducatif, pour que ça ne soit plus simplement une affaire de mairie, une affaire des institutions, mais que nous ayons une éducation à la propriété partout où nous sommes. Merci Émile Messi. Pierre Blériot-Niemek, n'avez-vous pas l'impression que Émile Messi touche également un aspect très important de ces débats? C'est bien beau que nous interpellions toujours les gouvernants pour poser un certain nombre d'actes, mais nous-mêmes Camerounais, est-ce que nous avons vraiment la culture de la propreté? Non, nous n'avons pas la culture de la propreté. Parce que j'emprunte là une expression du professeur Ebossé récemment. Il y a eu une poubellisation de nos mentalités. On nous a mis la poubelle partout dans nos cerveaux. Nous n'avons pas la culture de la propreté. Voyez-vous, vous parlez de la culture de la propreté. Comment on fait pour avoir la culture de la propreté dans des grandes villes où vous n'avez pas de toilettes publiques? Comment on fait pour avoir la culture de la propreté dans des administrations qui n'ont pas de toilettes? Comment on fait pour avoir la culture de la propreté quand l'eau courante manque? Comment on fait pour avoir la culture de la propreté, ainsi de suite, quand les routes sont des chemins de croix? Il le disait. C'est vrai, il n'a pas voulu mettre en cause certains de ses camarades du RDPC qui doivent construire nos routes avec un peu de sérieux. Nos routes sont très mal faites. Très mal. Vous roulez sur une route qu'on vous dit être une route goudronnée et la poussière qui sort de là salit plutôt les commerces des gens. Comment on fait?
Non, Mais Sanga Yanding disait que vous roulez sur une route à Yaoundé, vous êtes dans une très belle voiture avec des bons amortisseurs, mais ça fait comme si vous êtes en Tchétchénie, comme si il y a les bombes un peu partout sur la route. Voilà, et effectivement, et les femmes qui perdent leur grossesse, et ainsi de suite, du fait des routes. Non. La culture de la propriété, on l'impose aux gens à travers un certain nombre de dispositifs. Vous voyez, lorsque vous construisez votre maison et que vous ne prévoyez pas les toilettes, c'est que vous avez prévu que soit vos enfants feront la grosse commission chez les voisins, soit ils feront dans les alentours. Parce que moi, je vois des domiciles. Vous voyez, quelqu'un, il a un domicile. Mais sans toilette. Il n'a pas de toilette. Il y en a même qui ont des mini-cités. Sans toilette. Sans toilette. Vous avez donc, comme ça, quelqu'un qui a un bar. Sans toilette. Et vous savez que si on a un bar, un débit de boisson, les gens vont constamment solliciter les toilettes. Vous voyez quelqu'un qui ouvre. Ça, c'est les mairies qui doivent le faire. C'est-à-dire qu'un débit de boisson, un lieu de plaisir, de jouissance et autres ne doivent pas s'établir sans toilette. Et il faut regarder l'état de ces toilettes. Aujourd'hui, chez nous, la pièce la plus négligée dans un lieu public, ce sont les toilettes. Alors que c'est là-bas qu'il y a la vie et la mort. Moi, j'évalue la qualité d'une maison de quelqu'un à la qualité de ses toilettes. Tout à fait. Alors, quand je veux même savoir qui vous êtes et que j'arrive chez vous, je fais un tour, je fais aux toilettes pour dire que je veux aller aux toilettes. Si à partir du couloir, je me rends compte que ce n'est pas bon, je sais que vous êtes un sale type. Voilà. Merci. Alexandre Nunga, c'est bien beau quand vous nous voyez en route, joli costume, belle cravate, très belle chemise comme Émile Messi. Mais pour certains hommes, au-delà de cette propreté apparente sur le style vestimentaire, mais vous arrivez dans la maison du monsieur, laissons même la maison, à partir même de la déventure, il y a les herbes un peu partout, mais dehors, il est tiré à 28 épingles. Mais c'est très grave. Le tout n'est pas d'avoir une jolie veste, mais il faut également balayer devant sa cour, faire montre de propreté au niveau de son environnement. Oui, monsieur Parfait, les Camerounais ont un problème d'éducation. Quand vous sortez de ce pays, bon, je ne sais pas comment nous réussissons, quand nous voyageons et quand nous rentrons, comment on ne peut pas implémenter ce que nous avions vu ailleurs. Les Camerounais ont une notion de droit et non de devoir. Le Camerounais cherche à avoir ses droits, mais il ne cherche pas à connaître ses devoirs. Nous sommes dans une société qui fonctionne comme ça. Et moi, quand je discute ce sujet-là avec des gens, je dis qu'il faut que le civisme, on commence à l'apprendre à l'école primaire. Parce que quand nous grandissions, quand on nous donnait encore des cours de civisme, des cours de moralité, c'était comme ça. Bon, vous voyez, on parle des mairies aujourd'hui individuellement. Quelqu'un finit de manger le pain, la banane, et balance sur la route. Quand vous allez lui poser même le problème que vous ne pouvez pas aller jeter, il vous demande si c'est votre route. Et il vous dit même que mais les gens disent ça comme sont là pour ça. Pour ça. Il vous surprend d'abord. Est-ce que c'est votre route? Après, vous dit qu'un jour le pays va changer. Donc, ça, c'est la mentalité camerounaise. Et c'est ça qui fait problème, malgré les efforts que certaines personnes peuvent faire. Et moi, j'interpelle véritablement les autorités compétentes à commencer. Moi, je vous interromps pour vous relancer, Alexandre. Est-ce que, je le dis peut-être avec un pincement au cœur, mais quand vous regardez un certain nombre d'agissements de nous Camerounais, n'avez-vous pas l'impression qu'il faut que le bâton revienne? J'ai cette impression-là, sauf que l'affaire de démocratie, droit de l'homme, si la démocratie, la dérange, Alexandre. Compliquer toutes choses, parce que les gens ont laissé la moralité pour faire ce qu'ils veulent. Parce que monsieur même qui vit dans la salle, voilà. Comme ça, est-ce que c'est ce que dit la démocratie? Voilà. Parce que dans sa tête, il est libre de faire ce qu'il veut. Mais qui va utiliser le bâton parfait ici? Alors, il y a... Qui vole déjà? Vous voyez alors. Monsieur, excusez-moi, vous partez chuter. Ce n'est pas qu'on encourage le vol.
ça fait l'équilibre. Il ne peut pas, le vol existera toujours. Ça existe depuis Jésus. Ce n'est pas un problème de vol, c'est un problème de mentalité. Regardez un peu, vous aviez un papier là, même un voleur. C'est que doit savoir que je ne dois pas jeter. Ça n'a rien à y voir avec le vol. Non, si vous êtes un voleur, il est difficile que vous donniez des ordres aux gens sur d'autres choses. Maintenant, moi je suis allé quelque part où quand vous jetez, on sent que vous êtes étranger. Oui. Quand vous arrivez, quand vous jetez quelque chose et que le citoyen est là derrière vous, il vous double, il vient ramasser, il ne vous dit rien. Il part jeter dans la poubelle. C'est-à-dire, il vous enseigne sans... Je l'ai dit une ou deux fois sur les plateaux de télévision. Alexandre, j'avais aimé une bonne publicité à l'époque, je pense que c'était à la chaîne nationale, où un monsieur part de chez lui pour aller verser les ordures. Il voit bien le bac à ordures qui est un vide. Il ne verse pas dans le bac à ordures, il verse par terre. Et on posait la question, en réalité, c'est qui l'ordure? On voulait nous faire comprendre, c'est le monsieur même là à l'ordure. L'ordure. Donc, pour vous faire comprendre, monsieur Niamek, que c'est un problème de mentalité. Mais aussi, c'est un problème, c'est une attitude de révolte vis-à-vis des institutions. Pas tellement. Ailleurs, les choses ne marchent aussi bien que vous voulez faire croire. Oui, chutons, Alexandre. Oui, je chute, s'il vous plaît. Les choses ne marchent pas ailleurs comme vous voulez le faire croire. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle la dignité humaine envers soi-même, c'est-à-dire le respect envers soi-même. C'est-à-dire, quand vous posez l'acte maintenant, sans tenir compte même de l'individu qui est à côté de vous, est-ce que ce que je fais est bien? Quand on le dit, Blériot qui est philosophe, agit toujours de telle sorte que la maxime de création puisse s'ériger en règle universelle. Je vous ai dit ici que la conscience de soi est en soi et pour soi, quand et parce qu'elle est en soi et pour soi, pour une autre conscience de soi. Non, laisse les choses là. Non, il faut laisser. Nous la propriété, les soins. Vous pensez que quand nous grandissions, le Cameroun était comme ça. C'était pour avoir 100 francs, ce n'était pas facile, mais les gens étaient mentalement assis. Emile Messi voulait absolument réagir. Oui, je crois que vous avez parfaitement illustré le problème qui se pose aujourd'hui par rapport à cette mentalité-là. Mais effectivement, dans cet environnement-là, les gens ont toujours cette capacité de noyer les vrais problèmes qui sont parfois solutionnables sur des choses qui ne concernent même pas le Camerounais lambda. Vous voyez bien écrit là, ne urinez pas ici. Et c'est là où les gens viennent toujours uriner. Même cette toilette publique, on vous dit, faites ces choses-là dans un pot qui est bien aménagé, bien précisé. Vous verrez toujours que c'est à côté qu'on va faire cela. Pour combien de temps? Donc ça veut dire que lorsque le citoyen est seul quelque part, où il pense qu'on ne le voit pas, il est prêt à révéler ce qu'il est réellement. C'est pour ça que moi je dis, nous devons changer de mentalité. Au-delà de ceux qui volent, ça c'est leur mentalité aussi. Moi je l'ai toujours dit. Oui, mais c'est une autre mentalité aussi qui n'est pas bien. Mais je dis, cette salubrité-là doit intégrer notre Vous venez de prendre l'exemple des toilettes publiques. Ça fait qu'il y a quelque chose de psychologique dans les toilettes publiques. Respecter tout au moins Monsieur Emile, il y a quelque chose dans les toilettes, effectivement. Vous voyez, quand une femme, par exemple, entre dans une toilette publique qui n'est pas bien aménagée, qui n'est pas suivie, qui est abandonnée, vous verrez que même étant quelqu'un de propre, elle aura peur d'aller vers votre bidet là, qui ressemble à un truc de maladie. Vous voyez, les toilettes publiques doivent être tenues dans la propreté absolue par les promoteurs. Mais l'entretien, c'est aussi l'usage. Oui, l'usage, c'est-à-dire vous faites le bon usage. Dès qu'il y a une sortie des toilettes, qu'on se rende compte il faut que l'entretien suive. Ce n'est pas que quand monsieur arrive au-delà de l'entretien, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas bien, Emile Messi. Je le comprends. Lorsque vous allez d'abord aux toilettes, ok, habituellement, parfois vous trouvez d'abord que c'est propre. Il y a des endroits comme les toilettes sont propres. Mais attendez, Blériot, vous laissez vraiment de le faire dans ce bidet qui est propre. Vous le faites à côté. Pour que vous veniez nous dire que quelqu'un sur les toilettes, on va aller vérifier. Non, pas ici. En général, vous et moi, nous entrons dans les toilettes. Les gens fuient les toilettes qui ont déjà de la saleté. Le bidet qui est déjà... Non, je ne parle pas de moi. Je dis quand ils fuient. Et pourtant, ils y sont déjà. Moi, je vais vous prendre l'exemple. Quelque chose.
vous voyez, la mentalité camerounaise, nous sommes tellement bas, il faut le reconnaître. Je prends le cas du marché d'Acacia. Il y a les toilettes publiques. En dehors de ceux du marché, les privés, on vous demande 50 francs pour aller. Le Camerounais raisonne qu'il ne peut pas. Que 50 francs, pourquoi? Mieux vaut, il cherche plutôt l'endroit derrière la mairie, aller uriner. Et ce sont même à l'aise. C'est un problème de mentalité. Quelqu'un va te dire que la rose a nature. Oui, c'est ça. Il n'a pas l'argent. Il urine en plein air, il est plus à l'aise. Parce qu'il y a ce petit vent qui passe là. Oui, j'aimerais que vous acceptiez ça. Nous sommes pas amicalement. Il faut le reconnaître. On ne dit plus qu'il y a les cas que vous venez d'évoquer là où il y a véritablement la salubrité. On ne le dit pas que ça n'existe pas. Même mentalement, le Cameroun n'est pas prêt. Très bien. Lisons encore peut-être un ou deux messages. Hein. Bonjour Perfecto. Content de te voir à l'écran ce matin. J'espère que ce sera pour longtemps encore. Les réseaux sociaux, c'est Zambo à Douala. Nous espérons tous. Un autre message ce jour. Bonjour Perfecto. Et oh là là. Bonjour Perfecto et à ton riche panel. Je veux bien savoir la taxe sur l'hygiène. À quoi ça sert? Je vois les agents de la mairie tout le temps en train de prélever cette taxe chez les commerçants. Si les commerçants doivent eux-mêmes faire la propreté, cette taxe est finalement destinée à réaliser quoi? Je pense que la propreté est très bien et elle devra être une affaire de tous car elle est loin de nous beaucoup de maladies. Mais seulement, il faut une très sérieuse organisation pour cela. C'est notre confrère Rodrigue Adalbert Evina qui nous envoie le message. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Merci à Émile Messi et qui était là ce matin. Merci à Alexandre Menouga. Merci. Et surtout merci à notre consultant planétaire Pierre Blériot Niemek. Ne ratez pas le journal de la mi-journée tout à l'heure à partir justement de 12h ce soir à 19h. Journal en anglais, 20h journal en français. La rediffusion de ce programme c'est tous les soirs à partir de 22h30. Mais avant cela, autour de 12h35, vous allez retrouver nos Amazones, vos Amazones également, les plus belles filles de la Terre. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?